Bonjour à tous, merci d'être ici pour cette session déployée en continu. Tout d'abord, j'aimerais avoir un petit sondage. Donc, qui dans la salle déploie au moins une fois par an? Donc, levez la main si vous déployez au moins une fois par an. Très bien, vous baissez la main si vous baissez. Gardez la main levée et vous la baissez si vous ne déployez pas au moins une fois tous les 6 mois. Au moins une fois tous les mois. Commence à se baisser. Au moins une fois toutes les 2 semaines. Au moins une fois toutes les semaines, au moins une fois tous les jours. D'accord. Il n'y a plus grand monde. Ok. Donc je ne vais pas vous parler forcément que de fréquence. Je vais vous parler donc, de déployer en continu, mais de déployer régulièrement. Alors j'ai un petit chiffre comme ça qui est un petit peu un gros chiffre. C'est Amazon qui déploie une fois toutes les 10 secondes sur environ 10 000 machines. Alors ce chiffre est un petit peu obscur. J'ai du mal à trouver les sources, mais il est assez c'est une belle indication. Donc de quoi on parle quand on parle de déployer en continu? Pour qu'on soit bien clair sur ce dont on va parler, je vais prendre quelques petites définitions. Alors celle-là qui est l'intégration continue, normalement vous savez déjà ce que c'est, vous le faites j'espère tous. C'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, voire même jusqu'à chaque commit, le code est compilé, testé, assemblé et peut-être déployé sur un environnement d'intégration. Il y a un autre terme qu'on emploie souvent, alors des fois justement c'est associé entre continuous delivery et continuous deployment. Donc je vous propose cette définition-là pour le continuous delivery. Donc c'est comme l'intégration continue, sauf qu'à la fin, on va le livrer à l'équipe suivante. L'équipe suivante étant éventuellement l'équipe de test, de QA ou carrément de mise en prod. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment ça, le continuous deployment, donc déploiement continu. Donc encore une fois, c'est la même chose, intervalle régulier, voire même à chaque commit. On compile le code, on le teste, on l'assemble, on le déploie éventuellement sur un environnement d'intégration. On fait passer des tests automatiques cette fois-ci sur cet environnement. Et si tout va bien, on le déploie en production. Alors pour vous dire que ce n'est pas non plus de la science-fiction, il y a des grosses boîtes, donc on a parlé d'Amazon, mais ça c'est un chiffre énorme. Facebook fait environ 2 déploiements par jour. Donc on va dire c'est Facebook, ils sont beaucoup, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc à taille un peu plus humaine, il y a Flickr, donc le site de partage de photos en ligne, qui fait eux 10 déploiements par jour. On a Etsy, dont on a un représentant cette année à l'USI. Eux, ils arrivent à faire 25 déploiements par jour environ. Et c'est pas non plus une start-up, donc on est dans un track start-up. C'est pas uniquement pour les start-up. Eux, ils sont plus de 200 ou 400, je me rappelle plus des chiffres, mais quelques centaines d'ingénieurs. Et sur l'année 2012, il y a 196 personnes différentes qui ont déployé en prod. Donc c'est pas l'adage d'une personne particulière, mais vraiment tout. Donc la première question et le premier chapitre de ma présentation, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a envie de faire des mises en prod plus régulières que d'habitude? Pourquoi on a envie de se forcer à faire ça? Alors il y a vraiment ce qu'il faut se rappeler de ce pourquoi, c'est cette image-là. Donc est-ce que quelqu'un sait ce que ça représente? Pardon? Un système, c'est pas la réponse que j'attendais. C'était un feedback. En fait, ça représente un feedback. S'il y a une chose que vous devez retenir là, c'est pour ça que je vous l'ai présenté au début, c'est si on veut déployer en continu, c'est pour avoir plus de feedback. Plus de feedback des utilisateurs afin de faire un meilleur produit. Donc ça, c'est essentiel quand on fait une start-up, parce que quand on fait une start-up, on cherche un peu notre clientèle, on cherche beaucoup de retours utilisateurs pour savoir vraiment ce qu'on a envie de faire. Mais dans la vie de tous les jours, et même si on n'est pas une start-up, les retours clients sont vraiment essentiels. Alors il y a une question souvent qu'on se pose, c'est mais finalement les méthodes agiles, c'était pas leur promesse à la base de pouvoir développer de façon régulière pour avoir de meilleurs retours, pour pouvoir jouer sur la priorisation et à la fin d'avoir un produit qui satisfait au mieux le client. Eh ben pas tout à fait, en tout cas c'est pas ce que j'ai vu dans les projets sur lesquels j'étais. Alors souvent ce qu'on fait, on fait ça bien, c'est-à-dire que donc, sur un axe de temps, on a le code produit, donc là j'ai représenté schématiquement les itérations. Donc chaque itération, on va produire du code, et donc on a notre code qui augmente comme ça, de façon progressive, on est content. Mais par contre, quand on regarde le code qui est déployé, la plupart du temps, on ne déploie pas à chaque fois, mais on déploie toutes les n itérations, toutes les 5, 6, 10 itérations.
Alors ça a un premier problème, c'est que lorsqu'on a par exemple une fonctionnalité qu'on développe avec chance sur la première itération, eh ben, il y a tout un temps qui se passe avant qu'elle arrive en production, et pendant ce temps-là, on n'a pas de retour utilisateur. Donc ce temps-là, on peut dire même qu'il est perdu. Il y a un autre problème avec le fait de déployer toutes les N itérations, c'est qu'une fois que vous arrivez au déploiement, vous avez déployé N fonctionnalités. Donc si vous avez même votre site qui est vachement mieux, les retours utilisateurs sont bien meilleurs qu'auparavant, vous ne savez pas forcément facilement quelle est la fonctionnalité qui plaît aux utilisateurs. Donc toute l'idée de déployer en continu, ça va être de suivre la courbe et de déployer au moment où le code est produit. Donc si on fait de l'agile toutes les semaines, c'est toutes les semaines. Si on est en flux, ça va être plutôt tous les jours, voire à chaque commit. Et donc là, notre fonctionnalité, dès qu'elle est mise en prod, on a tout l'espace pour avoir des feedbacks plus rapides et donc plus pertinents. Alors une question qui arrive juste après, c'est pourquoi finalement on ne le fait pas à chaque fois? Pourquoi sur les projets, on ne déploie pas à chaque fois en continu? La grosse réponse finalement, c'est la peur. La peur de deux choses. Premièrement, c'est la perte de temps. Je ne sais pas si vous connaissez cette question de Marie et Tom Popendick qui demande combien de temps mettez-vous à déployer une seule ligne de code? Donc imaginez sur un projet, vous rajoutez une ligne vide, un point-virgule, n'importe quoi. Et combien de temps vous mettez pour mettre en prod cette nouvelle version de l'applicatif? En respectant évidemment tous vos standards de livraison. Dans la plupart des projets que j'ai vus, chez mes clients, ça mettait plusieurs jours, voire des fois plusieurs semaines, parce que les équipes de mise en prod n'étaient pas dispo. Et donc ça met plusieurs jours pour arriver à mettre en prod une version même minime. Et ça prend plusieurs jours à plusieurs personnes. Donc si sur notre projet, ça nous met ça prend du temps à plusieurs personnes sur plusieurs jours, et qu'on se dit, tiens, on va mettre en prod toutes les semaines, effectivement, ça fait un peu peur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on met en place une cadence, et si vous voulez mettre en place un déploiement continu, je vous invite à faire ça, c'est de définir une cadence. Par exemple, de dire, pour l'instant, on va déployer en prod toutes les 2 semaines, et dans 6 mois, on déploiera en prod toutes les semaines. Ce qui se passe de façon assez naturelle, c'est que les gens vont huiler le processus. Déjà, tout ce qui est manuel, ils vont l'automatiser de fait. Et tout ce qui est un petit peu superflu, on va se poser la question de est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on ne le garde pas. Donc déployer en continu, au final, ça va nous permettre de huiler notre processus et finalement de gagner du temps sur les déploiements qu'on fait. Donc sur des projets que j'ai vus, ça mettait effectivement 1 ou 2 jours au début. Et au bout de quelques semaines, on est passé plutôt à quelques heures, parce que les gens avaient automatisé, et à la fin, c'était quasiment automatique. Deuxième peur pour laquelle on ne le fait pas, c'est la peur de la qualité. Parce que si vous mettez en prod tous les 3 mois, des fois, vous dites, tous les 3 mois, on a N bugs, donc quelques dizaines de bugs. Et ça, si on déploie toutes les semaines, ça va nous mettre encore plus de bugs. Alors, en fait, c'est pas vrai, c'est même l'inverse qui se produit. Parce que si on reprend un petit peu notre schéma avec nos itérations et nos livraisons toutes les 6 itérations, en fait, quand on arrive ici, ça fait beaucoup de changements, beaucoup de code, et qui dit beaucoup de changements, ça fait beaucoup de risques. Donc on a beaucoup de risques d'introduire des bugs ou des régressions dans notre code. Alors qu'à l'inverse, si on suit cette petite courbe-là, à chaque fois qu'on déploie, on a vraiment peu de changements, peu de code, et donc peu de risques. Il y a un autre schéma justement d'une personne d'Etsy qui représente à peu près la même chose et qui fait intervenir le time to market, le time to repair, le temps de réparation, le TTR. Donc en haut, vous avez des grands changements qu'on déploie assez rarement. Et ça, quand on fait des grands changements et qu'on déploie rarement, quand il y a un problème, on met du temps à le retrouver. C'est-à-dire que si vous avez un problème, déjà peut-être que c'était sur du code qui était là, que vous avez fait il y a plusieurs mois, donc il faut le retrouver. On ne sait plus exactement ce qu'on a fait, on ne sait plus pourquoi on l'avait fait, et finalement le corriger, ça met du temps. Alors que si on déploie assez fréquemment, voilà, on a livré quelques dizaines de codes, on l'a fait la veille, l'avant-veille, juste la semaine dernière, c'est bon, on s'en souvient. Et s'il y a un problème, on sait exactement où aller chercher. Donc ça va très vite. Et ça impacte directement
le temps d'indisponibilité de votre service. Parce que si vous mettez du temps à la réparer, votre indisponibilité augmente. Alors que si vous ne mettez pas du tout de temps à le retrouver, votre problème, eh ben, votre indisponibilité baisse. Augmente. Baisse. Donc en tout cas, réduire la taille des déploiements, faut bien voir ça. Sur tous les projets que j'ai faits, on voit ça. Finalement, on minimise les risques, on réduit le time to repair, et finalement, on réduit le temps d'indisponibilité. Donc pourquoi déployer en continu? C'est pour construire un meilleur produit grâce à plus de feedback, ça c'est essentiel. C'est aussi pour gagner du temps en huilant son processus de déploiement et améliorer la qualité en limitant les risques d'une livraison. Alors après, on se pose les questions de comment. Comment on fait? Finalement, il y a une seule réponse un peu fourre-tout là-dedans, c'est qu'on va automatiser. Donc on va tout automatiser via des scripts. Il y a des outils aussi qui le font. La plupart du temps, on commence par des scripts et après, on passe sur des outils. Le bon endroit pour commencer, c'est Jenkins. Donc notre intégration continue. Donc Jenkins ou un autre système, hein, c'est pas grave. En tout cas, si vous n'avez pas d'intégration continue, il va falloir mettre ça en place. C'est le début. Et la plupart du temps, pourquoi c'est intéressant, c'est que la plupart du temps, les développeurs ont déjà fait toute une partie du travail. Ils ont déjà fait les tâches qui compilent, qui testent, qui déploient sur des environnements d'intégration. Alors, soit vous avez la chance que votre environnement d'intégration ressemble très fortement à la prod, donc là, c'est quasiment fini. Soit votre environnement d'intégration est complètement différent. Donc là, il va falloir parler à d'autres gens. Donc, on va suivre un peu tout le courant DevOps, qui, eux, savent que si en prod, il y a des load balancers, il y a des clusters. Ils ont peut-être séparé les fichiers statiques de l'application elle-même. Ils ont peut-être fait plein de choses différentes, différentes configurations. Et eux, bon, ils savent faire ça. Les développeurs, d'habitude, ils savent un petit peu moins le faire. Mais quand on réunit un peu ces deux mondes-là, au final, on arrive à faire ce qu'on appelle du one-click deployment, ou déployer en un clic, c'est-à-dire un script qui, depuis les sources de code, assemble, compile, déploie tout ça en production. Et finalement, c'est aussi simple que ça, sur le papier. Après, je veux dire tous les petits problèmes qu'il y a, tous les obstacles. Mais finalement, c'est comme ça. Donc, une fois qu'on a ce script de déploiement en un clic, il suffit plus que de le faire de façon régulière, soit toutes les semaines, soit carrément de l'automatiser toujours dans un Jenkins ou autre. Alors, après, il y a forcément plein de questions, ou des obstacles. Il y a cette question-là mais pourquoi j'ai plus de commit tout d'un coup? Ça, c'est arrivé sur quelques projets où en fait on met en place un déploiement continu et on dit voilà, maintenant toutes les semaines ce sera déployé automatiquement, sans intervention manuelle. Et ce qu'on observe de temps en temps, c'est qu'avant les développeurs poussaient du code sur notre gestionnaire de sources plusieurs fois par jour et tout d'un coup, il n'y a quasiment plus aucun commit. En fait, c'est parce que le développeur se retrouve un peu dans cette situation-là, de la personne un peu à gauche, c'est qu'on lui dit ça va être déployé en prod. Donc s'il y a un problème, ça va se voir. Et ça va aller très vite. Donc l'idée, c'est de ne pas lui mettre un pistolet sur la tempe, non, pas du tout. Ça va être plutôt d'essayer de lui garantir la qualité. Garantir la qualité, aujourd'hui, dans le logiciel, c'est donc toujours sur de l'automatisation et automatiser les tests. Automatiser les tests, vous avez sûrement déjà dans vos équipes toute une batterie de tests unitaires, donc avec JUnit ou autre, XUnit. Et par contre, ce qui est des fois un petit peu moins fait, c'est les tests d'IHM, par exemple avec Selenium ou autre outil. Gatling pour les tests de perf. Donc juste avant, on a eu une bonne session sur comment on fait ça, comment on fait des tests de perf automatisés avec cet outil. Ou des tests, par exemple JS, qui sont souvent remis à plus tard. Alors, pourquoi est-ce que les tests d'IHM, des tests de perf, les tests de JavaScript sont moins répandus que des tests unitaires? C'est parce que la plupart du temps, on se dit le ROI n'est pas assez important. Des tests de perf, c'est compliqué à mettre en place, ça coûte cher, et vu qu'on déploie une fois tous les 6 mois, autant le faire une fois tous les 6 mois. Ça nous coûte moins cher. Là, si on se met dans la position de on va déployer de façon automatique toutes les semaines, voire tous les jours, voire à chaque commit, le ROI de ces tests, forcément, est beaucoup plus important
puisqu'on va pouvoir les jouer à chaque fois, et à chaque fois qu'on joue ces tests, c'est du temps de gagner. Donc pour éviter le problème du zéro commit, on essaie de garantir la qualité en investissant sur des tests automatiques. Une deuxième question, c'est, bah oui, mais moi, ma fonctionnalité, elle est un peu compliquée. Donc j'ai une fonctionnalité, je ne l'ai pas finie. Tous mes tests passent, très bien, mais par contre, je ne l'ai pas fini. Donc est-ce que je peux committer ou pas? Là, il y a quelque chose qui va être aussi assez essentiel, c'est qu'on va essayer de dissocier le déploiement de code de l'activation de fonctionnalités. C'est-à-dire qu'on va permettre aux développeurs de coder, de pousser du code donc sur notre gestionnaire de source. Ce code va être déployé en production, mais ne va pas être exécuté. Alors comment on fait ça? Avec quelque chose qui s'appelle du feature flipping, ou il y a d'autres noms, feature toggle ou feature flag. Grosso modo, c'est un gros if qui dit ça. C'est un peu à peu près la seule ligne de code que vous allez voir. Donc ça dit ça, c'est si ma feature, new feature, est activée, alors je fais mon code, mon nouveau code, et si ce n'est pas activé, alors je fais l'ancien code. C'est-à-dire que pendant tout le temps où le développeur est en train de construire sa fonctionnalité, il développe à l'intérieur du if. Et tant qu'on n'a pas décidé que la fonctionnalité était viable et activable en prod, en production, on a bien le code, mais on passe toujours dans le reste du else. Donc on n'active pas cette fonctionnalité, on ne passe pas dans le code. Ça nous permet d'éviter ce genre de choses. Ce genre de choses, c'est une visualisation de branche Git, parce que pour la première réponse à ce problème de celui-là, des choses en construction, d'habitude on fait des branches. On fait des branches dans notre code, chacun bosse sur sa branche, des branches, des feature branches, et on développe pendant 2-3 semaines dans son coin, jusqu'à ce qu'on fasse un merge. Donc même avec les outils actuels tels que Git, quand on fait une branche de 2-3 semaines, voire plus, au moment du merge, c'est un peu compliqué, et des fois, on se retrouve avec des mauvaises surprises. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, on a eu ça, et sur notre projet, on a dû carrément enlever la branche, parce qu'on n'y arrivait plus à faire ce merge. Il avait un peu trop dérivé. C'est un peu dommage. Et un autre problème avec les branches, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une branche, normalement, on est censé faire un job Jenkins ou autre, pour s'assurer de la qualité en continu. Or, dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est quand on fait une branche, et ben celle-là, on ne la teste pas. Et donc, quand on revient sur la branche master, des fois, on a encore des petits soucis, même si on arrivait à merger. Donc, en faisant du feature flipping, là, on arrive à garder environ une seule branche maître, assez stable, assez fine, et on évite un peu ce désordre de plein de branches. Donc maintenant, c'est bien, on arrive à déployer du code de façon continue. Les développeurs se sont armés de plein de tests et déploient toujours sur le branche et arrivent à déployer du code et l'activer de façon séparée. Il y a une troisième question, bah oui, mais si on déploie tous les jours, toutes les semaines, notre script de déploiement, il provoque une indisponibilité de notre service. Donc avant, c'était pas très grave, on le faisait une fois tous les 3 mois, on prévenait les utilisateurs, ce sera down pendant 2 heures, et puis on fait ça le samedi soir entre minuit et 2, et c'est bon. Là, on le fait tous les jours, voire toutes les semaines. Donc ça devient un problème un peu plus fort. Donc, quelque chose qui est assez simple, assez connu en tout cas à mettre en place, c'est ce qu'on appelle du blue-green deployment. Donc quand on a la chance d'avoir des choses en cluster, on prend 2 chaînes du cluster, donc la chaîne bleue et la chaîne verte, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc au début, le load balancer balançait sur les 2 chaînes en version N, et à un moment, quand on a envie de déployer, notre load balancer ne fait que renvoyer sur la version bleue, donc en version juste N, pendant que la chaîne verte, on met à jour cette version pour passer en N+1. Quand la chaîne verte est OK, le load balancer fait l'inverse, il envoie tout le monde sur la chaîne verte en N+1, et on a tout le temps d'upgrader la version bleue. Donc ça, c'est assez simple, les gens le font assez régulièrement, c'est pas très compliqué à mettre en place. Mais là-dessus, il y a un problème, c'est la base de données. Parce que la plupart du temps, on n'en a qu'une.
Alors même si on déploie du code beaucoup plus fréquemment qu'on change de schéma de base, les schémas de base, ça reste la vraie vie et régulièrement on a besoin de changer de schéma. Donc quand on parle de déploiement continu, sans parler de migration de schéma, on a raté un petit truc. Donc je vais vous expliquer une solution. Alors ça marche pas à tous les coups, mais dans la plupart des cas on y arrive. Ça va être de séparer les scripts de migration en scripts d'expansion, donc tout ce qui est ajout de colonnes, ajout de tables, ajout d'index, des scripts de contraction, donc tout ce qui est suppression de colonnes, suppression de tables, et on va éviter tout ce qui est alter. Pourquoi? Parce que quand on fait un alter, on n'arrive pas à faire cohabiter une version n, une version n+1 au même moment. Donc pour ça, je vous ai pris un petit cas d'exemple qui est un peu simple, mais qui est assez représentatif de la réalité. En tout cas, on arrive un peu la plupart des cas se résument à ça. C'est qu'on part d'un premier schéma avec une table personne qui a un ID, un nom, un prénom et un champ adresse. Et à un moment, on se dit, finalement, le champ adresse, c'était un peu une mauvaise idée. Ce serait mieux d'avoir toute une table adresse sur laquelle on pourrait préciser la rue, le code postal, la ville, le pays, et éventuellement mettre 2 adresses sur une même personne. Donc on part de ça. Donc au début, on a notre version applicative N qui écrit et lit donc sur cette table, et notamment on s'occupe que du champ adresse à ce moment-là. Donc à chaque fois qu'il y a une adresse qui change, on écrit dans ce champ de la table et on y lit au même endroit. Donc première étape, qu'est-ce qu'on fait? On fait notre script d'expansion. Donc on rajoute typiquement la prochaine table. Donc notre table adresse, c'est nouveau, ça vient de sortir, et la version N ne s'en occupe pas du tout. Donc là, ça marche encore. On n'a pas d'indisponibilité particulière. On écrit, on lit toujours dans ce champ adresse. Là, on va prendre une première version, une version N+1, qui lit toujours au même endroit, parce que la table adresse n'a pas encore de données. Donc on lit toujours à gauche, et par contre, on écrit des deux côtés. Et donc ça, c'est aussi intéressant qu'on a un gros volume de données à migrer. C'est que nos scripts de migration, peut-être qu'ils mettent plusieurs heures, voire plusieurs jours, parce que des fois, il faut faire des choses un petit peu intelligentes. Et donc, même si on a plusieurs heures, très bien, on va faire ça, on a tout le temps de le faire, du moment qu'on lit toujours à gauche et qu'on écrit des deux côtés. Et à un moment, notre table à droite est correcte, les données sont valides, il n'y a plus rien de désynchronisé avec la gauche. Donc c'est bon, là on peut passer à une deuxième version applicative où on écrit et on lit du côté droit. Donc on écrit tout sur notre nouvelle table et surtout on lit aussi sur cette nouvelle table. Donc on voit que la colonne adresse elle est encore là, on ne l'a pas enlevée. Par contre elle ne sert plus à rien. Et donc la dernière étape de cette migration, ça va être finalement de supprimer cette colonne et on arrive sur notre version N+2 avec notre superbe schéma cible. Donc c'est effectivement un cas un petit peu simplifié, mais vraiment représentatif de la vraie vie. Et dans tous les cas, à chaque fois qu'on a une migration de base un peu complexe, il faut essayer de garder donc la compatibilité entre les versions N et version N+1, et N+2, N+3, tout ça, en séparant les scripts de migration en contraction et expansion-contraction. Après, il y a une autre question qui nous est arrivée il n'y a encore pas très longtemps, c'est qu'avant, quand on déployait tous les 6 mois, finalement, les fonctionnalités avaient le temps de mûrir dans la tête des fonctionnels. C'est-à-dire qu'ils nous proposaient une fonctionnalité, on la développait, et puis lors des démos, voire même lors des démos un petit peu après, on se disait finalement, il y a peut-être quelque chose qui change, on n'est plus très sûr, donc on va changer, donc on itérait un petit peu. Alors là, quand on déploie de façon automatique ou toutes les semaines, et de temps en temps, on arrive et la fonctionnalité que tu avais demandé la semaine dernière, voilà, elle est dispo en prod, il ne reste plus qu'à l'activer grâce au feature flipping, il ne reste plus qu'à l'activer en un seul clic pour mettre ça. Et des fois, les fonctionnels se trouvaient un petit peu embêtés. Ils se disent, ouais, mais au final, je suis pas sûr. Est-ce que finalement, on n'a pas fait une bêtise? Est-ce qu'on ne va pas dégrader l'appréciation des utilisateurs? Est-ce que ça va vraiment marcher? Alors là, il y a un pattern qui est très bien à mettre en place, c'est ce qu'on appelle le canary release. Canary release, ça vient donc des mineurs qui envoyaient leurs petits canaris au début, et s'ils restaient en vie, tout va bien, et s'ils
il mourait d'asphyxie, c'est qu'il y avait du grisou et donc il fallait tout de suite remonter. Donc là, toujours avec le feature flipping, c'est assez facile à mettre en place. C'est que là, tout à l'heure, vous avez vu du code très simple. Et bien ça, on peut dire, si on a plusieurs clusters ou plusieurs zones géographiques sur lesquelles on peut dire, ben voilà, par exemple, pour la France, on va activer la fonctionnalité. Par contre, pour le reste du monde, on ne va pas l'activer. Et on va regarder ce qui se passe. Donc on va mesurer, je vous en reparlerai un peu après des mesures. Mais voilà, on va activer ça pour la France, et si tout va bien, on étend au reste du monde. Et sinon, bah, on revient sur nos suppositions, et puis on redéveloppe, on réfléchit un peu plus. Il y a Facebook qui fait ça très bien. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils déploient d'abord à leur réseau interne. Donc Facebook, c'est des milliers d'employés maintenant, donc ils ont une base assez importante. Et donc si chaque fonctionnalité est d'abord déployée au réseau interne, et si au bout d'une semaine... Allô ? Et si au bout d'une semaine, il n'y a pas d'indicateur qui part en vrille, eh ben, ils activent la fonctionnalité chez tout le monde, dans le reste du monde. Nous, sur Appaloosa, ce qu'on fait, c'est qu'on le déploie d'abord sur Octo. On a un peu modifié le code que je vous ai montré et on est capable d'activer du code uniquement pour une organisation, pour une compagnie. Donc d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on l'active d'abord pour nous-mêmes, on vérifie si ça marche, et après, on déploie pour le reste du monde. Et tout ça en un clic. C'est quand même formidable. Autre question, si au final, il y a quand même un problème. Parce que des fois, on n'arrive pas à tout prévoir, et si ça explose. D'ailleurs, il y a des compagnies chez qui ils ont finalement plus de pré-prod. Des grosses compagnies comme justement Amazon ou Google ou tout ça. Avoir un environnement de qualif qui est représentatif de la prod, ça n'existe pas. Et donc finalement, les vrais tests se font en prod. Il y avait Facebook qui faisait ça, c'est juste avant l'arrivée de leur chat. Ce qu'ils avaient fait, ils ont appelé ça du dark launch, c'est qu'ils ont envoyé des faux chats sur vos messages. C'est-à-dire que vous ouvriez Facebook et il y avait un petit robot en JavaScript qui faisait comme s'il chattait avec vos copains. Et ça, c'était pour vérifier que finalement leur infrastructure et leur réseau soutiendraient bien la charge. Donc leur vrai test se fait en production. Et aujourd'hui, il y a quand même pas mal de boîtes chez qui ça arrive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de vrais tests sans aller en production. Donc, si au final ça explose, donc il y a quand même un petit rappel, c'est que d'habitude, on réduit la taille des déploiements, donc on a beaucoup réduit les risques. Donc la plupart du temps, ce n'est pas des grosses explosions qui nous arrivent, mais c'est des petites explosions, des petits pétards. Des pétards souvent mouillés parce qu'on est capable d'activer, désactiver les fonctionnalités en un clic. Et ça encore, c'est assez intéressant quand on active et on désactive, en tout cas on déploie de façon continue, c'est qu'on active une fonctionnalité une par une. Si vous déployez tous les 6 mois, vous envoyez 10 fonctionnalités, 20 fonctionnalités en même temps, quand ça pète, vous ne savez pas d'où ça sort. Et donc là, c'est branle-bas de combat, et pour chercher, c'est un peu compliqué. Alors que si on active une fonctionnalité, et dans les 10 minutes d'après, on voit une erreur, et là, on sait tout de suite que c'est celle-là, et on peut la désactiver en un clic. Donc je vous parlais juste avant de la mesure. Effectivement, c'est super important de mesurer la production, de la superviser. Donc que tout le monde soit alerte dessus. Et on met en place ce qu'on appelle un arrêt d'urgence. Un arrêt d'urgence, donc j'aimerais bien avoir ça au bureau, c'est un gros bouton rouge. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ça, c'est-à-dire que toute anomalie en production, donc par exemple votre chiffre d'affaires qui baisse si vous êtes en vente en ligne, ou le nombre de clients connectés si d'habitude vous avez plein de clients. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc une alerte visible par tous, donc pas uniquement les ops, donc là on revient sur le courant DevOps, mais vraiment une alerte visible par les devs, le marketing, les fonctionnels, tout le monde. Et pour les développeurs, ça se représente aussi par on ne peut plus committer. Donc on ne peut plus committer sur la prod, on ne peut plus faire notre travail de tous les jours. Et donc d'habitude, les développeurs, ça les embête un peu. Et surtout, l'idée, c'est de focaliser tout le monde sur la résolution du problème. Et cette phrase en bas est très importante. C'est vrai que l'objectif, c'est d'aller aussi vite que possible pour produire du code de qualité, mais surtout pas plus vite. Si on va trop vite, on a de plus en plus de prod et après, on n'y arrive plus. Donc ok, les erreurs ça arrive, je vais pas vous mentir, de temps en temps ça casse.
On se focalise tous sur la résolution de l'erreur et on accepte l'erreur une seule fois. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que s'il y a une erreur, c'est qu'il manquait quelque chose. Il manquait un test unitaire, il manquait un test fonctionnel, il manquait un test d'IHM, un test de perf, quelque chose, mais ça ne doit pas se reproduire. Donc on profite de ces erreurs pour finalement construire notre build incassable ou notre processus de livraison qui devient incassable pour arriver au zéro erreur. Petite dernière question, c'est mais alors est-ce qu'on fait du rollback? Il y a souvent ça, cette question-là. Est-ce qu'on fait du rollback? Surtout que prévoir un rollback de temps en temps, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu lourd. Si on déploie tous les jours, il faut prévoir un rollback à chaque fois. Et finalement, ça coûte cher. Donc la première réponse, c'était encore sur le feature flipping où on désactive facilement. Donc le rollback, c'est un seul clic. Et il y a cette phrase toujours d'une personne d'Etsy qui, eux, déploient 25 fois par jour, hein, je vous le rappelle. Il dit ça, il dit bah, finalement, nous, on rollback plus. On corrige. Et bah, au final, moi, c'est ce que je fais aussi depuis 2-3 ans, pas parce que c'était un dogme pour moi, mais parce que au final, c'est ce qui se passe. C'est quand on déploie de façon continue, finalement, ça coûte beaucoup plus cher de prévoir quelque chose de rollback, un système de rollback, plutôt que de fixer du code. Fixer du code, encore une fois, vous l'avez codé la semaine dernière, il y a 10 lignes de code sur cette fonctionnalité que vous avez activée. La corriger, c'est très rapide. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, pour résumer un petit peu ce que je vous ai dit là, donc on déploie en continu pour gagner en temps, gagner en qualité en huilant notre process, et surtout, pour avoir plus de feedback de l'utilisateur et construire un meilleur produit, un produit qui correspondra plus aux besoins de nos utilisateurs. Et donc, notamment dans le milieu des startups, c'est vraiment essentiel. Alors, comment on fait? Donc, première chose, ça va être d'automatiser les déploiements. Autre chose essentielle, on pourra en parler des heures, mais c'est dissocier la livraison de code de l'activation de fonctionnalités avec du feature flipping. Évidemment, sécuriser les déploiements avec des tests et des patterns tels que le blue-green déploiement qu'on a vu ou le canary release. Et aussi, profiter des erreurs pour améliorer votre processus de déploiement et arriver finalement à un déploiement qui est sans douleur, sans aucune erreur. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez me contacter à tout ça et on a pas mal de minutes, on a 8 minutes pour des questions. Merci beaucoup.